Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc je ne vais pas parler très longtemps, je vais simplement vous présenter. Donc vous avez ici deux personnes. Monsieur Laine, qui est le président de la société EFICAP, dont le travail c'est d'optimiser votre chauffage collectif et de faire des économies d'énergie avec du pilotage connecté. Et à côté, vous avez monsieur Quelqueget, qui est le président du conseil syndical d'une très grosse copropriété de 512 lots, qui s'appelle le Méridien. Et à eux deux, ils vont vous partager leur expertise et leur expérience. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de bien vouloir être présent aujourd'hui. Donc, je suis Éric Laine, EFICAP Énergie. J'ai une formation d'ingénieur et une vingtaine d'années dans le domaine de l'expertise énergétique. Pour se présenter rapidement, EFICAP Énergie, on aide nos clients à faire des économies d'énergie et à améliorer le confort des copropriétés dans les appartements, étant précisé qu'on s'attache à trouver des solutions qui ont un temps de retour sur investissement très rapide. En général, moins de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Je suis accompagné par Jean-Baptiste Quelqueget, président du conseil syndical du Méridien de Paris, une très grosse copropriété de 500 logements, qui a été notre premier client et qui viendra faire part de son retour d'expérience. Donc dans un premier temps, je vais vous décrire ce que nous proposons et ensuite, à la mi-parcours, Jean-Baptiste vous précisera encore une fois son retour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je reprécise, j'insiste, nous nous focalisons sur les démarches qui ont un temps de retour sur investissement très rapide. Moins de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ça veut dire qu'on ne travaille absolument pas sur l'isolation du bâti, ça n'est pas notre sujet, mais on va travailler sur le chauffage, qui est le premier ou le deuxième poste de dépense d'une copropriété, et on va beaucoup travailler sur la régulation du chauffage. Je vais vous expliquer tout ça. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, sans dire de poncif sur l'actualité, entre l'urgence climatique et l'urgence énergétique, il est important de faire des économies d'énergie et nous sommes tous pressés par le temps. Quels sont les constats observés sur les copropriétés? Donc, comme je le disais, l'énergie, c'est généralement le premier ou le deuxième poste de dépense. Parfois, quand il y a des gardiens, ce sont les salaires qui sont le premier poste, mais sinon, c'est le chauffage. Deuxièmement, le chauffage, c'est un sujet qui porte, on va dire, à discussion interne entre ceux qui ont trop chaud, ceux qui ont trop froid. C'est un sujet de discussion permanent et omniprésent sur les copropriétés. Et qui plus est, le chauffage n'est jusqu'à présent jamais connu de manière objective. C'est-à-dire les gens disent j'ai chaud, j'ai froid, mais selon qu'on soit actif ou sédentaire, malade ou bien portant, on n'a pas du tout le même sentiment du confort. Sans compter les gens qui posent la main sur le radiateur et que parce que le radiateur est froid, ils disent j'ai froid. Donc ça c'est un sujet important sur lequel on reviendra. Ensuite, quelles que soient les copropriétés, quel que soit le mode de chauffage, chauffage par radiateur, chauffage par plancher chauffant, chauffage au gaz, chauffage par réseau de chaleur, on constate presque toujours des disparités importantes de confort entre ceux qui sont au sud, ceux qui sont au nord, ceux qui ont du simple vitrage, ceux qui ont du double vitrage, ceux qui ont les radiateurs ou le serpentin du plancher bouché, ceux qui ne l'ont pas. Enfin, les raisons de constater des disparités sont innombrables et permanentes. Nous sommes tous pareils, nous rechignons à faire des dépenses pour améliorer les choses, même si ça nous paraît utile. Donc peu d'appétence des copropriétaires pour faire des investissements. Et puis, malgré cela, on voit que l'étiquette énergétique d'un appartement a de plus en plus d'importance.
sur la valeur du patrimoine. Hein, on voit que les appartements qui ont une étiquette F ou G ne pourront plus être loués et ne pourront plus être vendus. Et puis l'étiquette a aussi une importance au moment où l'on cède, où l'on loue son appartement. Dernier constat, vous êtes nombreux à entamer des travaux de rénovation énergétique, et notamment dans le cadre de ma prime Rénov Globale. Vous savez que pour obtenir des subventions conséquentes, il faut atteindre 35% d'économie. Et on s'aperçoit que les bureaux d'études maintenant font de plus en plus appel à nos solutions qui permettent d'avoir... les bureaux d'études avec les solutions qu'ils proposent atteignent 25% d'économie d'énergie, 30% d'économie d'énergie, mais ils n'atteignent pas toujours les 35 ou 40%. Et donc il y a de plus en plus de bureaux d'études qui font appel à nous, à nos solutions, pour avoir 10 ou 15% d'économie en plus pour des coûts ridicules par rapport aux dépenses d'amélioration sur le bâti traditionnel. Par rapport à tous ces constats, eh bien, que faisons-nous? Comment améliorer le confort dans les appartements tout en réalisant des économies d'énergie sans travaux ni investissements importants? Et c'est là où nous intervenons. Première question, comment connaître le confort thermique, excusez-moi, de manière à peu près objective dans tout l'immeuble? Et puis quelles démarches mettre en place qui vont nous permettre d'avoir une vision pluriannuelle pour dégager des économies et que ces économies nous dégagent des possibilités pour investir sur d'autres sujets, notamment les isolations sur le bâti. Diapo suivante. À la base, toutes nos actions reposent sur un postulat qui vont vous paraître pétri du bon sens. Tout ce qui se mesure s'améliore. A contrario, quand on ne mesure pas, eh bien c'est impossible d'améliorer les choses. Donc, diapo suivante. Quelques observations. Pour mesurer, c'est relativement facile de mesurer la température d'un logement quand on est dans une maison individuelle. Et ce faisant, c'est relativement facile de monter le chauffage ou de le baisser dans une maison individuelle. Mais dans une copropriété qui a des dizaines ou des centaines d'appartements, comment fait-on? Comment fait-on pour connaître le confort? Comment fait-on pour améliorer ensuite ce confort? Et puis, nos immeubles ont une certaine inertie thermique. La météo varie maintenant grandement. On ne parle plus seulement de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique, avec des variations extrêmement brutales de température extérieure. Cet hiver, on est passé de 0 à 15 degrés en quasiment 12 heures. Donc nos immeubles ont une inertie thermique. Comment fait-on pour adapter le chauffage et le confort à ces contraintes extérieures de plus en plus brutales? Ce schéma va tenter de vous expliquer notre proposition. À la base, pour identifier le confort thermique de façon à peu près objective, on vous propose de mettre des petites sondes de température que voilà. Ces petits objets sont aussi dénommés maintenant objets connectés, IoT en anglais. En fait, vous voyez, si vous étiez tout près, vous verriez qu'il n'y a aucun connecteur. Ce sont des petits boîtiers qui paraissent tout simples. Ces boîtiers mesurent la température et l'hygrométrie à intervalles réguliers. Et ensuite, ils transmettent ces informations par radio. J'emploie à dessein le terme télégramme radio pour dire que le message radio est extrêmement court, donc très peu émissif en ondes.
la quantité d'ondes émises est 100 fois inférieure à celle d'une borne Wi-Fi ou celle d'un téléphone portable. Et comme l'émission radio est extrêmement courte, quelques millisecondes toutes les heures ou toutes les 4 heures, la batterie de ces dispositifs va durer des années. Les constructeurs disent 10 ans. Honnêtement, on n'a pas le recul suffisant. Mais ce qu'on voit déjà que les sondes ont des batteries qui durent 3 à 5 ans, ce qui est pas mal. Donc, sur cet immeuble, on a représenté de façon schématique le fait qu'on mettait des sondes dans des appartements représentatifs du confort thermique de l'immeuble. Qu'est-ce que ça veut dire représentatif? En général, sous les toits, les gens ont trop froid. Au rez-de-chaussée ou au premier étage, les gens ont trop froid. Au centre, les gens ont trop chaud. Je ne parle pas des gens au sud qui ont trop chaud et les gens au nord qui ont trop froid. Sur les pignons, les gens ont trop froid. Et sur les pignons, les gens ont trop froid. Donc on va placer, avec votre conseil et avec le nôtre, on va placer ces sondes dans des appartements représentatifs du confort de l'immeuble. Une façade typique, c'est 9 sondes. Plus on met de sondes, meilleure est la représentation du confort. Maintenant, on a aussi une contrainte de budget et il faut faire un compromis entre identification du confort thermique et puis le budget disponible. Comme je l'ai dit, ces sondes mesurent la température intérieure et l'hygrométrie. Il existe des sondes qui mesurent le CO2, donc la qualité de l'air. Il existe des sondes qui mesurent le taux de particules fines, le taux de COV, mais ce sont des usages très spécifiques et qui coûtent plus. Ce sont des sondes qui valent plus cher aussi. Donc dans notre cas, aujourd'hui, on n'en a pas le besoin. Donc vous voyez que les sondes, elles émettent toutes les heures des valeurs et elles les transmettent après un certain parcours par radio et sur Internet. Elles les transmettent à notre serveur informatique, où ces valeurs sont disponibles pour vous. Quand je dis pour vous, c'est pour vous, conseil syndical, pour le chauffagiste, et puis le gardien éventuellement. Souvent, le gardien est l'une des personnes qui connaît le mieux le confort thermique dans vos copropriétés. Et toute personne... Bureau d'études éventuellement. Voilà. On ne conseille pas de donner le libre accès de ces mesures à tous les occupants, parce que c'est la porte ouverte à des discussions sans fin dans ces cas-là. Donc ces mesures sont toutes disponibles sur les serveurs et l'on va pouvoir faire des analyses, des tris. Quelle est la température moyenne sur la façade nord, quelle est la température moyenne sur la façade sud, ou bien sur tel bâtiment, ou bien sur telle colonne montante, ou voilà, toutes les possibilités de tri sont possibles et imaginables. C'est la configuration de votre immeuble et notre imagination qui sont les seules limites. Ça, c'est le premier module de notre offre. Deuxième module, de la même façon qu'on cherche à savoir ce qui se passe d'un point de vue confort thermique dans l'immeuble, on cherche à savoir ce qui se passe en chaufferie. Et là, on propose de connecter l'automate de régulation du chauffage. On propose de le connecter à Internet. Et là encore, on va télérelever en permanence les informations de fonctionnement de la chaufferie. Ce qui va nous permettre, comme toujours, de voir des tas de choses à améliorer. Et effectivement, sans faire aucun reproche à vos chauffagistes qui viennent sur site quelques jours par semaine, quelques jours par an, quelques jours par mois, ne peuvent pas connaître, ne peuvent pas avoir la vision de ce qui se passe en permanence toutes les 2 minutes sur votre chauffage. Le fait qu'on enregistre ces informations, ça va nous permettre de bien comprendre. Cette connexion à Internet, cette télésupervision du chauffage a plein d'autres avantages. Notamment, on va pouvoir modifier à distance les paramètres de régulation du chauffage.
C'est-à-dire que, en fonction des observations que l'on voit sur les sondes, on va pouvoir agir à distance sur les paramètres de la régulation, l'optimiser, et grâce aux sondes, 3 heures plus tard ou une journée plus tard, en fonction de l'inertie thermique du bâtiment, on va pouvoir voir quels sont les effets des modifications qu'on a fait sur la régulation du chauffage. Donc sans coût, sans se déplacer, uniquement à distance, on va pouvoir améliorer et optimiser la régulation du chauffage. On constate souvent des disparités de confort entre les appartements, comme on se l'est dit en introduction. Donc là aussi, on va donner des indications aux chauffagistes en disant on attire votre attention sur telle colonne montante, eh bien, les appartements ont plus froid ou ont plus chaud. On vous conseille d'agir sur les vannes d'équilibrage de telle colonne. Ce qui suppose, soit dit en passant, que votre immeuble dispose de dispositifs d'équilibrage. Si votre immeuble n'a pas de vannes d'équilibrage, qu'on appelle dans notre jargon des vannes TA, vous identifierez les défauts, mais vous ne pourrez pas les corriger. Donc, il est important que votre immeuble dispose de vannes d'équilibrage, idéalement de T d'équilibrage sur les radiateurs. C'est ce qui va vous permettre d'équilibrer ou de réduire les disparités de confort entre les appartements. Voilà. Dernier étage de la fusée, quand l'équilibrage du réseau hydraulique est satisfaisant, je n'ai pas dit parfait, quand la régulation du chauffage est satisfaisante, mais ça on s'en occupe, et on s'en occupe rapidement, on peut mettre en place le 3e étage de la fusée, c'est-à-dire qu'on va anticiper la conduite du chauffage en fonction de la météo à venir. C'est-à-dire qu'on achète les prévisions météo en termes de température extérieure, en termes de rayonnement solaire, en termes de vent, de direction du vent, en termes de pluie, et on va anticiper la conduite du chauffage. Par exemple, en ce moment, en demi-saison, il fait frais le matin, et puis il fait doux ou même chaud l'après-midi. Eh bien, on va dire au chauffage, ok, il fait frais la nuit, on te laisse chauffer, mais on va te couper à 5 heures du matin, parce qu'on sait qu'il va y faire beau dans quelques heures, et donc on va laisser le bâtiment conserver une température agréable, le temps que le rayonnement solaire prenne le relais. Voilà. Voilà le principe de nos actions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, ça c'est très rapidement. On voit ici que sur un mois de janvier et de février, où on a des températures extérieures qui varient très fortement. Là, en 12 heures, on a vu qu'on est passé de 0 à 15 degrés. Globalement, le chauffagiste avait maintenu les températures moyennes de l'immeuble entre 19 et 21 degrés. Malheureusement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des disparités. C'est la température moyenne de l'immeuble. Mais globalement, le chauffagiste et nous avons bien fait notre travail. On a optimisé le chauffage pour que la température moyenne soit dans un objectif de confort que vous lui fixez. C'est vous qui dites au chauffagiste et à nous votre objectif de confort, et nous on fait ce qu'il faut pour qu'il atteigne ses valeurs. Voilà. Diapo suivante. Voilà. Donc au global, nos actions génèrent entre 10 et 20% d'économie d'énergie. C'est très variable selon la configuration de l'immeuble, de ses circuits hydrauliques, de ses orientations. Mais retenez l'ordre de grandeur, 10 à 20% à peu près, avec un temps de retour sur investissement qui est de l'ordre de 1 an pour les gros immeubles, à 2-3 ans pour les immeubles un peu plus petits. Et ces économies vont vous permettre d'abaisser vos charges. Soit ces baisses de charges, vous les répercutez à vos occupants, soit vous en profitez pour initier d'autres travaux d'amélioration. En toute rigueur, plus on mesure, plus on distingue de pistes d'amélioration, et ce processus d'amélioration est sans fin. Mais je vais maintenant laisser Jean-Baptiste décrire son expérience sur le sujet.
Alors, merci Eric. Le slide que vous aviez juste avant, si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Voilà. Ce sont les résultats obtenus dès la première saison de chauffe sur notre copropriété du Méridien de Paris. Alors, en 30 secondes, le Méridien de Paris, c'est un gros immeuble que vous avez vu sur la photo tout au début, en forme d'Y. Il y a 500, un peu plus de 500 copropriétaires. Une assemblée générale au Méridien de Paris, c'est 2,5 fois cette salle en termes de personnes. Vous voyez. Donc, si je vous dis, juste pour rigoler, vous allez lever la main. Qui aimerait être chauffé à 20 degrés? Ok. Qui aimerait être chauffé à 21? Qui aimerait être chauffé à 22? Ok. Qui aimerait être chauffé selon la loi entre 18 pas moins et 19 pas plus? Waouh. Pas mal. Voilà. Donc c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Sachant que 1 degré d'écart, dans notre immeuble, ça coûte 36 000 €. Donc à 18, ça coûte un certain prix. À 19, on rajoute 36 000 balles. À 20, on rajoute 36 000 balles. À 21, on rajoute encore 36 000 balles. Et à 22, c'est plus 140 000 € par rapport à 18. Alors là, déjà, si on refait le vote, vous allez voir que ça va baisser. Alors je rigole comme ça, mais en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'au nord, ils étaient souvent trop chauffés, mais de temps en temps, il n'y avait pas du tout de chauffage. Pendant 4 heures, on se les caille. Au sud, on était tout le temps trop chauffé. Le chauffagiste, il disait, ouais, entre trop chauffé, pas assez, en moyenne, c'est bon. Sauf que personne n'est sur la moyenne. La facture d'énergie, c'est quand même 1,5 million d'euros par an. Juste un détail. Et donc, ce qu'on a obtenu en mettant la régulation prédictive du confort, il se trouve qu'Eric et moi, on a fait la même école. Et moi, je m'occupais, quand j'étais jeune à l'armée, au service militaire, du pilotage des chaufferies de sous-marins nucléaires. Donc, c'est des gros échangeurs de chaleur et on fabrique de la vapeur. Et un sous-marin nucléaire, c'est comme un gros camion qui roule en 6e. Quand ça arrive au péage, ça ne repart pas. Et donc, en fait, on fait du prédictif sur la chaîne d'énergie pour essayer de le faire repartir. Parce qu'une fois qu'on a tiré sa torpille ou lancé son missile, il faut se barrer vite fait. Donc, on ne peut pas démarrer de façon poussive. Bon, un immeuble, c'est pareil. Et avec Eric, en fait, on a pris le pari de réussir à donner une vision à la chaufferie de la météo à venir, sachant qu'il faut des heures pour réchauffer ou refroidir un immeuble pareil, et aussi de donner la température de confort que l'Assemblée générale avait décidé. On va dire que c'est aux alentours de 21 degrés. Pour tout le monde. Il ne s'agit pas que ce soit que certains. Et c'est là où ça devient compliqué. Et donc, quand on demande au chauffagiste comment il fait pour régler la température dans les appartements, ça fait 50 ans qu'il ne savait pas comment il faisait en fait. Il va à la loge, il va voir le gardien, il lui dit alors ça va comment? Bon, ils ont chaud, bon, ils ont froid, voilà. Et on joue sur les boutons et ça peut coûter 30 à 50 000 €, voilà, dans l'à peu près. Donc, d'où l'idée de développer une méthode qu'on a faite avec les ingénieurs thermiciens d'Efficap pour faire un échantillon d'appartements représentatifs suffisamment. Donc, nous, on a 45 sondes en fait. 45 sondes pour 500 appartements. Et avec ces 45 sondes, on est capable de voir qui a chaud, qui a froid, qui est dans le contrat de confort au nord et au sud, parce qu'on a deux circuits. Et en fait, on s'est dit, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait faire maintenant, on s'est dit, on va commencer par la régulation, parce que c'est tout de suite ce qui va nous donner des économies. Et la solution ayant été évaluée par Sylergie, qui est le laboratoire d'Engie à Lyon, elle donnait entre 13% d'économie pour les appartements haussmanniens et 17% pour les appartements des constructions 60-70 comme le Méridien. Il se trouve qu'on a fait 17, mais c'est aussi le hasard des nombres. On est tombé là-dessus. Alors, ce que nous avons fait la première année, nous avons mis les thermomètres. En un mois, on s'est aperçu de qui avait chaud, qui avait froid. Pourquoi il y avait des coups de froid de temps en temps au nord? Simplement parce que la sonde qui mesure la température extérieure du nord était dans le flux de l'extracteur des parkings. Et par vent de sud-ouest, l'extracteur des parkings qui soufflait de l'air à 14-15 degrés inondait une sonde qui aurait dû mesurer du 6-7 degrés, et donc ça coupait le chauffage. Donc déjà, au lieu de pousser la loi de chauffe comme des fous, avec Eric, on a juste déplacé la sonde de 7-8 mètres, on l'a mise sur un vrai nord, pas dans le flux des parkings, et ça, on a résolu un problème de chauffage qui datait de plus de 50 ans. Voilà. Ensuite, donc ça nous a coûté quelques mètres de fil électrique. Ensuite, nous sommes intervenus sur la régulation, donc en quasi temps réel, c'est-à-dire qu'avec le chauffagiste, on pouvait tout de suite voir, par rapport aux températures dans les appartements, de combien il fallait qu'on modifie la loi de chauffe pour arriver à la température souhaitée par la copropriété.
Donc on a dit aux chauffagistes, allez, on fait du 21 pour tout le monde, partout. Et on a réussi, vous avez vu, bon, là c'était au bout de 3-4 mois, il vous a montré les chiffres, on était entre 19 et 21, mais après on a pu resserrer, on est plutôt entre 20,5 et 21,5, 22, voilà. Et les économies générées, elles étaient conséquentes, puisqu'on arrive à économiser à peu près 88-90 000 euros par an. Ah, c'est intéressant ça. Avec 90 000 euros, on fait des choses. Donc maintenant, pour le slide suivant, s'il vous plaît. Ce que ça a donné, c'est qu'en phase 1, en 2017-2018, nous avons mis les solutions EFICAP. En 2018-2019, nous avons, avec les économies, utilisé un échangeur séparé pour l'eau chaude sanitaire. Donc on avait un bien meilleur rendement sur la cascade, sur les chaudières primaires, on va dire, c'est une cascade, hein, parce qu'on est en échangeur, en chauffage collectif chauffé par la CPCU. Et la CPCU était partenaire de ce projet. Et en 2019-2020, on a fait une rénovation plus forte de la cascade, avec une bien meilleure régulation. Et nous avons aussi passé tout l'immeuble en thermographie extérieure avec un drone. Ça a duré 2 jours. Et nous avons fait un équilibrage progressif du réseau de distribution. Donc au total, sur les 3 ans, nous avons fait 100 000 euros par an d'économie. Nous avons, en réalité, parce que ce n'est pas des années complètement pleines, nous avons économisé 250 000 euros sur ces 3 années de vapeur, donc d'énergie. Et nous avons refinancé 175 000 euros de travaux pour améliorer la chaufferie, faire passer le drone et préparer l'étape suivante qui était la rénovation du toit terrasse qui n'est pas du tout isolé et qui a de grosses fuites énergétiques. Et là, nous avons gagné... En avril 2019, je m'en souviens très bien parce que c'était le lendemain du jour où Notre-Dame a brûlé. On était dans cette salle, et, enfin dans la salle des fêtes là. On voyait Notre-Dame qui fumait encore. On nous a remis le trophée Coach CoPro pour cette approche tout à fait à l'inverse de ce qu'on dit qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut d'abord faire le bâti, et ensuite on s'occupe de la technique à l'intérieur. Nous on a dit non, non, on s'occupe tout de suite de la technique à l'intérieur, de la régulation, et ensuite on fait le bâti. Et je me suis engagé avec Eric, à promouvoir cette approche auprès des copropriétés. Ensuite, bon, il y a eu le Covid, mais nous avons continué, nous avons fait le projet d'action sur le bâti. Alors maintenant, on économise effectivement entre 90 et 100 000 euros par an. Et on s'est offert un nouveau toit. Donc ça a été voté à l'unanimité des présents et représentés, sans abstention, sans vote contre, en décembre. Pour 1,2 million, on refait tout notre toit terrasse, qui est énorme, avec isolation des lanterneaux, etc. Et nous en profitons pour faire l'étanchéité et l'isolation thermique. Et le projet sera terminé. Alors il s'appelait PAPEM, un projet d'amélioration de la performance énergétique du Méridien. Et PAPEM sera terminé dans 2 ans, puisque les travaux vont démarrer, là on a commencé les levées de fonds, mais ils vont démarrer en septembre. Donc, slide suivant. Alors, ça sont des charts que j'ai piqués à notre directeur financier. On a aussi notre ministre du budget dans le Méridien. Vous voyez la baisse de vapeur à gauche. Et nous, on suit l'indice des charges sur 5 ans. C'est-à-dire qu'on dit, il y a 5 ans, le budget d'exploitation, c'était 100. Et combien est-il chaque année? Vous voyez que sur 5 ans, il était parfaitement stable. Il a même baissé. Parce qu'en réalité, on réinvestit les 100 000 euros économisés sur de l'amélioration. Et maintenant, on en profite. On va financer le toit avec ça. Et en bleu, vous avez l'indice d'évolution des charges des copropriétés parisiennes. Bon, ça, c'était pris sur les slides de l'AGE 2020, je crois. Oui, 2020. Slide suivant. Alors, notre copropriété, c'est l'immeuble en Y, là. Vous voyez ici, il y a la place d'Enfer Rochereau qui est là. Elle a été l'objet de visites quasiment tous les mois par des copropriétés qui veulent faire la même chose que nous. Nous avions eu le prix, alors toute l'équipe était montée sur l'estrade à l'époque, avec le syndic, l'Agence parisienne du climat, Eric Lehn, nos fournisseurs de sondes, etc. Et en fait, ce projet se continue donc, mais de façon séparée par le bâti aujourd'hui. Alors, slide suivant. Ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis, il y a à peu près une trentaine de copropriétés qui nous ont suivis. Donc en fait, il y en a une nouvelle chaque mois, en moyenne, qui installe le système. Dans le 13e, 14e, près du Méridien, il y a des îlots, il y en a 7 ou 8. Là, j'ai pu en faire que 5 sur la photo, mais les voisins, par bouche à oreille, apprennent que ça marche et ils ont fait pareil.
Je ne les ai pas toutes représentées, mais il faut voir en fait que de façon générale, comment insérer slide suivant, comment insérer cette technologie dans une approche de rénovation énergétique. Alors, ce n'est pas ce qu'on a préconisé en fait en 2019 qui était la meilleure approche. Nous, on a dit on commence par la régulation, on fera le bâti après. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'architectes qui disent effectivement on a besoin d'atteindre les 35% d'économie d'énergie. Et donc, ce qui est le mieux, on s'aperçoit là depuis 1 an et demi, c'est d'utiliser cette techno dans le cadre d'un projet d'amélioration. Parce que comme ça vous génère entre 7 et 12 points de performance, alors qu'il vous en faut 35, ben prenez-les déjà pour un coût nul, parce qu'en fait vous êtes remboursé sur les économies que vous faites. Vous pouvez déjà récupérer entre 7 et 12 points pour atteindre les fameux 35, voire en région atteindre les 40, parce que de temps en temps il y a des primes régionales. Donc mettez le projet, ce qu'il faut retenir, c'est mettez ce projet, cette technologie dans vos projets de rénovation, dès le début, pour que ça contribue à vos 35 points si vous souhaitez avoir un projet de cette nature. Le plus vite possible, parce que ça vous procure de l'économie sonnante et trébuchante, hein, ce n'est pas de la théorie, et ça accélère votre retour sur investissement. Et puis pour ceux qui ont déjà fait le projet de rénovation et qui n'ont pas modifié leur régulation, il y a des gens qui ont fait les projets, ils ont rénové leur bâti, ils ne faisaient pas d'économie d'énergie, c'est normal. Si vous ne touchez pas au réglage de la chaufferie, vous ne ferez aucune économie d'énergie. Donc faites-le, c'est jamais trop tard. Et en gros, les résultats, on les obtient, alors quand tout va bien, on les obtient en 2-3 mois. Par contre, si vous le faites en cours de rénovation, vous avez déjà commencé à poser les achafaudages, le bâti, etc. Là, c'est souvent compliqué parce que on commence par quel bâtiment, on s'y prend comment, etc. Et en fait, il aurait fallu planifier un peu mieux les choses pour que le système prédictif agisse le plus tôt possible sur tout le monde et surtout s'adapte à la pose en fonction des bâtiments. Il vaut mieux faire bâtiment par bâtiment, par exemple, que toute une rue, puis ensuite toute l'autre face ou des choses comme ça. Voilà. Ce sont des petits détails, mais disons que ce qu'il faut retenir, c'est que cette technologie est super efficace, elle est très adaptée au projet de rénovation et maintenant, il faut intégrer la technologie Efficap Énergie le plus en amont possible pour avoir tout de suite vos économies dans la poche. Voilà. Je vous remercie et Eric et moi sommes à votre disposition. On a une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Madame. Ouais, voilà, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Alors, on peut commencer par votre question. Alors, quelqu'un va vous passer un micro. Ça permettra aux gens qui nous regardent à distance de vous entendre. Oui, je vois qu'Efficap Énergie travaille avec la CPCU. Mais alors, est-ce que ce système vaut pour d'autres chauffages collectifs, comme un chauffage collectif avec une chaudière à gaz? Et ma deuxième question, c'était on m'a parlé des répartiteurs de charge, qui sont des systèmes qu'on met sur les radiateurs et qui permettent déjà au départ de sensibiliser les gens à ce qu'ils consomment comme chauffage. Est-ce que ce n'est pas une étape qu'on peut avoir en premier, puis ensuite passer à votre système? Voilà. Alors, notre système s'adapte quel que soit le système de production de chaleur. Que la chaleur soit produite à partir d'une chaudière gaz, d'une chaudière fuel, ou d'échangeurs de chaleur CPCU, ou d'échangeurs de chaleur n'importe où en France, la chaleur, elle est produite, peu importe. Donc notre système, pour nous, ça n'a aucune différence. En ce qui... Alors, je vais vous donner mon sentiment. C'est un sentiment. Personnellement, je trouve que le principe est extrêmement sain. Faire payer à chacun ce qu'il dépense, je pense que personne ne peut contester ce principe. Néanmoins, comme toujours, le diable se cache dans les détails. Et sur les immeubles anciens, il est fréquemment impossible d'identifier les consommations de chaleur d'un appartement parce qu'il peut y avoir une colonne de chauffage qui parcourt plusieurs appartements. Je vois certaines personnes hocher de la tête, je vous assure que c'est la vérité. Dans certains cas, il existe des colonnes de chauffage qui parcourent horizontalement plusieurs appartements et donc c'est
impossible, mathématiquement impossible, hydrauliquement impossible, d'identifier, d'individualiser les consommations de chauffage. Donc dans ces cas-là, me semble-t-il, il ne sert à rien de mettre en place des répartiteurs de frais de chauffage. D'autant que les répartiteurs de frais de chauffage identifient, comme leur nom l'indique, les consommations, ou tentent d'identifier les consommations individuelles. Elles ne les pilotent pas comme nous le faisons. Alors, nous, au Méridien, c'est très clair. Le gars qui voulait nous vendre des répartiteurs de chaleur, il se serait fait tuer avant d'arriver sur l'estrade. Donc, en fait, il n'est jamais venu. Ça, je vous raconte l'histoire vécue personnelle, parce que c'est pas possible. Il y a des colonnes traversantes partout, donc c'est techniquement impossible. En revanche, la solution Efficap Énergie ne fait pas du tout de répartition de charges différentes. Les coûts, c'est de l'ordre de 2,50 €, je crois, par mois et par appartement, donc c'est complètement négligeable. On le rentre en grille de charges générales, chauffage, et c'est réparti en tantièmes, ce qui est logique. Quelqu'un qui a un très grand appartement fait plus d'économies que quelqu'un qui en a un petit. Et donc nous avons choisi de répartir les coûts de la solution Efficap, mais aussi les bénéfices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez nous, pour 1 € investi dans Efficap, on en récupère 8. Et on le fait selon les tantièmes. Voilà. Attendez, s'il vous plaît, juste une seconde. Je n'entends pas. On vous prend avec le micro. Votre question. Merci beaucoup. Il faut dire à l'assistance que si vous consommez plus de 80 kWh par an et par mètre carré, la loi vous impose de mettre ces conneries, ces zizi, comme j'ai dit, sur chacun des radiateurs. Oui, mais... Qu'ils soient connectés comme on veut, les radiateurs. Non, mais la loi précise quand même que si c'est techniquement pas applicable, et celle-là chez nous, on ne nous l'imposera pas. Non, monsieur, les radiateurs, disons techniquement, je vois pas, ça peut pas être... Si, la loi, je connais bien, ça fait 20 ans que je suis président du conseil syndical. La loi dit que si c'est techniquement pas possible, mais il faut que ça soit reconnu par un bureau d'études, donc nous on a une attestation du bureau d'études, c'est techniquement pas possible, donc on en est dispensé. Voilà. Bah écoutez, monsieur... Oui, s'il vous plaît. On peut peut-être rester sur la technologie d'Efficap, qui n'est pas donc une solution de répartition des frais de chauffage. Moi, je ne suis pas là pour vendre des répartiteurs de chaleur. On va prendre votre question, madame. Oui, j'ai une question très simple. J'imagine si on est en chauffage individuel, on ne peut pas avoir un système comme ça. Non, en chauffage individuel, ça n'a pas de sens. Vous avez l'énorme avantage d'avoir votre thermostat, votre thermomètre, et vous décidez vous-même en regardant par la fenêtre comment vous voulez être chauffé. Donc vous vous débrouillez très bien, ce qu'on ne peut pas faire sur un immeuble collectif. Je pense que je vous propose, ceux qui veulent discuter de ce sujet, qu'on se rejoigne après à la sortie. Vous pouvez passer sur le stand France Rénov', on vous apportera les réponses à ces questions qui, encore une fois, ne sont pas le sujet d'Efficap, donc gardons les questions qui sont sur la thématique aujourd'hui. Il y a madame en corail, s'il vous plaît. Efficap ne touche pas à la grille de répartition, à la façon dont le chauffage est réparti. Ça reste réparti de la même façon. Voilà. Okay. Les économies sont réparties comme le chauffage est réparti, mais en vous remboursant. Madame. Alors, dans notre immeuble, il est question de changer les chaudières. Voilà. À quel moment est-ce qu'on peut faire intervenir un système de régulation de température sur une nouvelle chaufferie? Ce qui est opportun, c'est que comme de toute façon, on va connecter le régulateur des chaudières au système. Si le régulateur fait partie de la rénovation, c'est intéressant de contacter M. Laine dès maintenant pour qu'il vous dise avec quel type de régulateur c'est plus facile qu'avec d'autres. Donc il faut le faire maintenant. Voilà. Monsieur. Ah pardon, attendez, je fais... On partage juste le micro, s'il vous plaît. Oui, juste pour dire, dans Paris, les immeubles comme le vôtre sont très rares. Je pense dans la salle, on pourrait interroger les gens. Nous, on a une copropriété, on doit être 20 copropriétaires. Est-ce que vous avez un retour d'expérience? Alors, il y a des pays où on chauffe des immeubles de 25 avec ce système-là. Il se trouve que sur Paris, ce sont surtout les grosses copropriétés, mais je crois que les clients d'Efficap, ça va de 40 lots à plus de 500 lots aujourd'hui. Il y a du plus de 1000 lots bientôt, non? C'est ça? Techniquement, nos systèmes s'installent aussi facilement sur un immeuble de 20 étages, de 20 appartements, que sur un immeuble de 500. Par contre, il y a quand même des coûts initiaux. Et donc, forcément, sur un petit immeuble, le temps de retour sur investissement est plus long que sur un gros immeuble.
Ah oui, 40 appartements. Alors, si on peut... Par exemple, on travaille pas mal avec la Suisse, avec nos collègues suisses. Eux, ils ont beaucoup de petits immeubles de 25 appartements. Alors, il y a une question qui arrive derrière vous, monsieur, d'abord. Monsieur et madame après. Mesdames, là, ok. Avec le micro. Oui, monsieur. pardon. On peut commencer au fond, là, avec la personne qui a le micro, s'il vous plaît. Dans la phase préparatoire. On vous fera passer le micro après. Dans la phase préparatoire où vous avez posé les sondes, après vous avez dit que vous avez effectué un équilibrage progressif et je voulais savoir en quoi ça consistait, si c'était avec des températures de retour ou bien des débits. Alors, c'est pas compliqué. On avait en gros 55 sondes. En fait, on en a pris une petite dizaine aussi pour pouvoir permettre aux chauffagistes de faire des mesures ponctuelles de façon mobile. En fait, on mesure tous les appartements qui répondent au chauffage de façon normale. C'est-à-dire que quand on monte le chauffage, la température intérieure monte, quand il baisse, ça baisse dans les appartements. Puis il y en a qui sont toujours trop chauds ou toujours trop froids, ou il y en a qui ne répondent pas au chauffage. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des chauffages d'appoint, donc vous baissez le chauffage, mais le chauffage d'appoint complète, ou il y a des gens qui passent leur temps la fenêtre ouverte, et dans ces cas-là, on doit aussi améliorer le chauffage de ces gens-là. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On s'interroge, on appelle ça la méthode des top 5, plus chaud ou plus froid. Donc les tops plus chauds, les 5 sondes les plus chaudes et les 5 sondes les plus froides. Et le chauffagiste va appartement par appartement voir ce qui se passe. Est-ce que le radiateur est bouché? Il y a des gens qui ont démonté un radiateur parce que c'était pas beau, alors ils en ont démonté un dans le séjour, puis un autre dans le bureau, puis après ils disent il leur manque 6000 watts mais ils ont froid, bon bah ça c'est normal. Il y en a qui ont des simples vitrages où ça fuit énormément sur les joints, etc. Il y a des gens qui ont vraiment pas de chance, tout est bouché, mais vraiment bouché, quoi. Il faut démonter les radiateurs, aller les déboucher, voilà. Donc on ne va pas monter le chauffage de 500 lots parce qu'il y en a 5 ou 6 qui sont bouchés. Et c'est ça ce qu'on appelle l'équilibrage. Voire on désemboule l'installation, c'est ce qu'il faut faire régulièrement, pour vérifier que tout le monde reçoit du chauffage. Voilà. Et ce travail, c'est du ponctuel, et grâce aux sondes, on y arrive. Alors parfois ça prend 2 ans, si le réseau est très abîmé, mais très souvent ça va vite. On va juste... Je voudrais juste apporter un complément. Nous donnons des informations au chauffagiste pour qu'il aille identifier qu'est-ce qui se passe sur les appartements les plus chauds ou les plus froids. Mais fréquemment, il nous arrive d'accompagner le chauffagiste pour l'aider à identifier les causes profondes de ce dysfonctionnement. S'il vous plaît, on va prendre une question Internet. Et puis le monsieur qui était devant, qui lève la main aussi depuis un moment. Et je pense qu'après, au niveau du timing, on va être limité. Monsieur avait une question aussi. Juste parce qu'on a passé le micro, en fait, on est obligé de faire en fonction de la circulation du micro. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont connectées, qui suivent la conférence en direct, qui ont beaucoup de questions aussi. Oui, alors c'était peut-être plutôt par rapport à tout à l'heure, ce que vous avez dit, Monsieur Laine. Quelle solution mettre en place s'il n'y a pas de vanne d'équilibrage dans l'immeuble? Il n'y a pas de secret. À un moment donné, si on veut équilibrer le réseau, il faut disposer de moyens d'équilibrage. Donc, s'il n'y a pas de moyens d'équilibrage, à un moment donné, il faut les prévoir dans les travaux. Et ça fait partie des solutions d'amélioration au même titre que d'autres. Hein. Monsieur. Tenez, voilà, si vous voulez, le micro. Ouais, tout à fait, il attend patiemment. Bonjour. Nous sommes copropriétaires d'un immeuble important de 500 lots à Aquarius, dans le 19e, qui est des années 60, similaire à Méridien, je pense, 500 lots. Je voulais savoir d'une part quel a été le coût de cette mise de capteurs et autres, et d'autre part comment étaient traitées les données. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'analyse et de faire les remontées? Et voilà. Le coût global d'une sonde, tout compris la sonde, la pose, etc., le paramétrage, c'est en gros 130 €. Donc c'est quasiment rien par rapport à nos budgets. Hein. Nous on a un budget d'1,7 million par an, donc vous voyez. Par contre, sur la façon de les poser, il faut quand même un peu réfléchir où on les met. Et si on s'est trompé, c'est hyper facile, on la déplace d'appartement. On la met où on veut. Il n'y a pas de câblage de réseau, de raccordement Wi-Fi, tout ça. La sonde est autonome. Votre deuxième question, c'était sur l'intelligence artificielle. Alors, il
Oui. Alors, au niveau de l'analyse des données, déjà, il faut faire attention, c'est non nominatif. Si quelqu'un veut savoir, si quelqu'un a une sonde, il a le droit d'avoir ses mesures, c'est logique, mais on ne peut le comparer qu'à par rapport à son bâtiment ou sa façade. On ne le compare pas par rapport au monsieur machin ou madame truc, parce que là, on crée parfois des problèmes. En revanche, l'analyse des données, alors il n'y a pas d'intelligence artificielle à ce stade sur les températures, par contre, il y a de l'algorithmique. Et le chauffagiste, il veut 3 boutons. Parce qu'en fait, j'anime le club des utilisateurs dans lequel il y a des chauffagistes et des copropriétaires et des syndics. Le chauffagiste, il dit, moi je veux un bouton et FICAP me dit ce qui s'est passé depuis hier. Donc il a un bouton, il clique, il voit depuis hier ce qui s'est passé. Il y a un autre bouton, c'est la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ma visite de la semaine dernière et qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois dernier. Voilà. Et puis il peut aussi demander après le trimestre, des choses comme ça. Donc en fait, le système a été conçu pour donner la moyenne, le mini, le maxi. Et en fait, il analyse quoi? Il analyse le groupe de sondes qui est raccordé au circuit, nord ou sud. Donc chez nous, par exemple, on a fait 2 groupes, un nord, un sud. Et on voit comment se comporte l'appartement sur lequel il a été posé une vanne, modifier un réglage haute par rapport au groupe de sondes. Et ça, c'est hyper rapide, comme vous le disait Eric. En 2-3 jours, on voit tout de suite si le réglage a amélioré ou pas les choses. Par contre, dans le calcul prédictif, pour savoir comment piloter le régulateur par rapport à la météo qui va venir, là, oui, alors ce n'est pas de l'intelligence artificielle, même si on pourrait l'appeler comme ça, c'est de l'algorithmique, c'est du système expert. Et je vous donne juste 2 exemples. Là, à Boulogne, on vient d'installer un nouveau système sur un immeuble de 68 appartements. Donc ça a été mis en place en novembre. Le chauffage marche relativement bien partout. Sur le premier trimestre, ils ont fait 26% d'économie d'énergie. On a découvert ça il y a 3 jours avec Eric. Et il y a même des jours où le système prédictif coupe le chauffage complètement pendant 5 jours d'affilée. Par exemple, en mars, il y a eu 8 jours de grand ensoleillement. Sachez que quand il fait du gros soleil comme aujourd'hui, on peut avoir 1000 watts par mètre carré de façade et de plancher gratis. C'est offert de 10h du matin jusqu'à 18h. Et à ce moment-là, le chauffage, c'est du plancher chauffant. Le chauffage chauffé par le soleil sur les planchers des appartements chauffés au soleil, comme c'est une tour isolée, ben, il y en a beaucoup. La nuit, ça se répartit avec les pompes de circulation, ça se répartit dans les appartements qui n'ont pas eu autant de soleil. Et on a tenu plus de 22,5, d'accord, 7 jours de suite sans chauffage. Voilà. Alors que normalement, avec l'ancienne régulation, ça chauffe toujours la nuit pendant 10 heures, 12 heures. Et donc moi, je tourne au Méridien en ce moment en mars. D'ailleurs, j'ai été convoqué par la CPCE, sachez-le quand même, en 2017 pour fraude. Parce qu'en mars, avril, mai, je faisais 30% d'économie sur le chauffage. Ils ont dit là, vous avez bricolé le truc, vous êtes en train de truander sur les compteurs. Juste après, quand ils ont fait l'examen de nos compteurs, ils ont voulu racheter Efficap. Donc vous voyez, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de triche. L'économie, elle est mesurable. D'autant qu'on suit aussi, pour le chauffagiste et pour vous, la consommation d'énergie par rapport à la rigueur de la journée. Chaque jour, on sait si on a bien ou pas consommé. Par exemple, quand il y a un défaut, une vanne qui est pétée, qui est bloquée, etc., on continue à chauffer alors que ça devrait être fermé. Ben, on s'en aperçoit le lendemain, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Vous aviez beaucoup de questions. Juste pour compléter ce que dit Jean-Baptiste, on enregistre, ce qu'on n'a pas dit, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on enregistre en permanence les consommations d'énergie, de CPCU, de gaz, ce qui vous permet, ce qui nous permet de faire des corrélations entre consommation, météo, température dans l'immeuble, et 2, de vérifier la réalité des économies générées. Et tout ça, bien sûr, vous y avez accès en direct sur notre portail. Il y en a qui sont... Merci à vous, merci Thomas Renaudin pour l'Agence parisienne du climat.